Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, je vous propose la suite de ce que j'avais commencé à raconter la dernière fois. Le replay, il est dispo sur YouTube, mais le TLDR du premier talk, c'était de dire on s'intéresse tous à ce que c'est que la productivité d'un développeur, on veut tous être productifs, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ma conclusion était de dire que la productivité, c'est l'impact. Et plus on est impactant, plus on est productif, même si finalement on travaille qu'à mi-temps, quoi. Et la suite de ça était de proposer une réflexion, enfin pas une réflexion, mais aussi une espèce de best-of, de comment aujourd'hui on pourrait, dans nos métiers, tous, je considère qu'on est tous à peu près dev ou presque dev dans des boîtes tech et on fabrique des produits et comment on peut aller chercher un peu plus d'impact dans notre quotidien. Et ensuite, dans la saga, je vous proposerai un autre sur quelques petits tips pour influencer les gens autour de vous, votre boss et les autres stakeholders sur cette espèce de transformation qui peut exister. Donc, je m'appelle Mehdi, je suis moi-même développeur Ruby depuis une petite quinzaine d'années. Et pendant tout ce temps-là, j'ai eu la chance de croiser un paquet de devs, d'équipes. Et souvent, la même histoire revient jusqu'à encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ces derniers temps. Et je vous raconte cette histoire. Il était une fois une joyeuse équipe. Une équipe où on a une équipe produit, on va dire, d'une boîte, d'une start-up lambda, où on a Anna, qui est, alors c'est des images générées, alors l'inclusivité, tout ça, la diversité, c'était pas très réfléchi. On a Anna, qui est donc développeuse, senior, très attachée à du clean code, elle aime bien faire les choses, etc. Elle reçoit en entrée, on va dire, des requirements. Et son taf, c'est de coder tout ça, de shipper ses features et ainsi de suite. Donc bon, voilà, elle est contente, elle fait son taf. Mais souvent, elle ne sait pas trop pourquoi on fait ça, d'où ça vient, qui va utiliser quoi, comment on va mesurer le succès de ce qu'on est en train de faire, etc. En gros, en général, elle va dépiler des tickets et puis voilà. On a ensuite Lena, classique de la product designer, qui, elle, fait des Figma de ouf pendant 2 semaines, avec plein de petits détails, etc., etc., donne ça aux devs, et finalement, 2 semaines encore plus tard, les devs lui disent « Au fait, ce truc-là, il n'est pas possible, on ne peut pas faire ça », du coup, ça remet en question tout le bazar qu'elle a fait, donc ça la frustre un peu aussi, donc ce décalage qui peut exister. Là-dedans, on a Rick qui est junior. Bon, lui, comme un bon junior, il s'en fout de tout ça. Lui, il est content, il fait ses trucs, il fait ce qu'il peut. Voilà, donc, du moment qu'il apprend des choses, lui, il est content. On a un gars, un product manager, qui lui essaie de tenir tout ce beau monde-là ensemble. Lui, son job, c'est un peu gérer le téléphone arabe entre les contraintes côté business, ce que le CEO raconte, comment... Et il passe sa journée à écrire des tickets, lui, à écrire des PRD de 12 pages. J'exagère, mais vous me voyez. Vous voyez le genre. Et essayer de bien traduire la chose à Lena, puis aussi à Anna, etc. Et au milieu, on a Marc qui, lui, les trucs shippés ne marchent pas, la CI, elle est pétée, il y a des bugs dans tous les sens, les trucs sont à moitié faits, il pète un câble sur... alors, on ne parle pas de techniques et de machin, ça, c'est bon, voilà. Donc, bon, bref, qu'est-ce qui se passe en général, à votre avis, quelques mois, pas plus, après tous ces gens-là, Paul, il a carrément perdu des cheveux dans l'histoire. Tout le monde est blasé. Marc, il est très fatigué. Bon, Rick, lui, il n'a rien calculé. Lui, toujours content. Lui, enfin, voilà, ça marche bien. Et encore, je vous ai épargné le cliché de Gaspard, le CEO fou, qui déboule de temps en temps et qui vient avec une idée géniale. Lui, il n'est jamais fatigué. Oh putain, il faut qu'on fasse ça. Et en plus, il faut qu'on le fasse demain. Parce que demain, il y a une deadline. Parce que demain, j'ai signé un truc avec un client, etc. Bref. Donc, en fait... blague à part, un bon paquet d'équipes encore fonctionne comme ça en fait. Tout part en général d'idées, d'intuitions, qu'on a besoin d'estimer, enfin tous les gens qui utilisent des tailles de t-shirt, etc. pour estimer, bonjour, pour foutre ça dans une roadmap et ensuite traduire ces trucs-là en requirement, donc là c'est le PM en général qui va se taper le boulot,
Ça passe au designer qui traduit ça en maquette et ainsi de suite. Et là-dedans, quand on arrive à la phase build, test and deploy, bon, bah, comme on a envie d'être quand même agile et pas faire un beau waterfall, bon, bah, là on fait des itérations, c'est là qu'on vient faire du scrum, du machin, etc. Et c'est un peu, finalement, plein de gens fonctionnent encore comme ça, ils sont contents, etc. Itère, tout le monde itère, on déploie. Et en général, c'est à ce moment-là, il est trop tard, on ne se rend pas compte du décalage qu'il peut y avoir entre l'espèce d'idée ou le business case du début à ce qu'on a déployé. Il s'est passé beaucoup de temps et on tombe dans un piège. Et en fait, ces boîtes-là tombent dans ces pièges-là où ces features-là, en général, qu'elles déploient, sont très peu utilisées, voire pas du tout. Du coup, c'est quoi la solution? Gaspard, qu'est-ce qu'il va te dire? Faut en faire plus, du coup, des features. Du coup, on en fait encore plus, elles sont encore moins utilisées. Et là, on tombe dans une espèce de cycle infernal. Et on commence même à se mesurer parce qu'on output, parce qu'on arrive à sortir comme feature, et plus du tout par la valeur ajoutée qu'on amène à nos clients. C'est pas quelque chose, c'est pas une fantaisie, c'est pas quelque chose que juste moi je raconte. Il y a tout un livre qui s'appelle The Build Trap, qui raconte exactement ce genre d'histoire, et c'est un peu notre difficulté à tous. Je pense que vous avez tous connu des boîtes de ce genre-là. Voilà. Et en fait, la clé là-dedans, c'est de dire qu'on se rend compte, et c'est assez évident, que la delivery n'est pas l'impact, et shipper du code ne veut pas dire shipper de la valeur, finalement, pour nos clients finaux. Et si on faisait différemment? Est-ce qu'il existe d'autres manières de faire? Finalement, les meilleures équipes, produits, ne fonctionnent pas vraiment comme ça et adoptent une approche et un modèle un peu différent. Un modèle différent pour choisir déjà quels sont les problèmes qu'elles veulent résoudre, ensuite choisir quelles sont les bonnes solutions et globalement comment construire ce produit-là en continu. La culture de ces équipes-là et les principes de fonctionnement sont assez différents du modèle que je décrivais juste avant. Je ne vais pas m'étaler là tout de suite pour expliquer tous les pour parler de ça, parce qu'il faut... Je peux en parler pendant 3 semaines. Mais il y a plein de ressources intéressantes qui décrivent ce genre de sujet. La plus, on va dire, connue, courante, que je cite souvent, c'est Marty Kagan du Silicon Valley Product Group, qui a écrit 3 bouquins. Il y en a un qui est spécialement bon, qui s'appelle Inspired, qui décrit un peu ce genre de choses, avec plein d'anecdotes sur plein de vraies boîtes, comment elles fonctionnent, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste de la fantaisie. Et il y a aussi Lenny, avec Lenny Newsletter, où il y a une série d'articles « How machin works », qui sont ultra intéressants. C'est des grosses lectures, mais intéressant de voir comment ces gens-là fonctionnent et finalement comment les rôles dans ces équipes-là se dessinent. Et en fait, un des rôles qui revient souvent, et au-delà d'un rôle, c'est plus un état d'esprit, on va dire, c'est ce qu'on appelle maintenant les product engineers. Alors c'est un terme qui a commencé à apparaître, je ne sais pas, à la louche il y a 5 ans à peu près, je n'ai pas vérifié, mais sur Google Trends, je pense qu'il y a 5 ans, il y a une courbe qui doit faire ça. J'en parle aujourd'hui parce que justement, on en voit de plus en plus dans les offres d'emploi, dans ce genre de choses, même en France en fait. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là en fait? C'est juste, comme je disais tout à l'heure, un état d'esprit ou un point de culture. Et en fait, ces boîtes-là, dans leur culture, elles essaient d'embrasser une culture où une autonomie énorme est donnée aux développeurs pour qu'ils... en gros, le développeur n'est plus, ou l'ingé de base dans l'équipe, n'est plus responsable de dire comment on construit une solution, mais plus il est responsable pour répondre à la question de quelle est la solution qu'on va construire. En fait, on lui soumet un problème, et là-dedans, il y a peut-être 12 manières de résoudre, et lui, son job, c'est de dire on va résoudre de cette manière-là, plutôt que lui ramener une solution pré-cuite, et lui, son taf, c'est juste de la délivrer, quoi. C'est très subtil, mais mine de rien, ça fait beaucoup de différence. Et en fait, dans ce genre d'organisation, ces devs-là, avec beaucoup plus d'autonomie, ont naturellement beaucoup plus d'impact. Les bénéfices sont assez évidents, parce que dans une boîte où on cherche de l'alignement entre tous les gens de l'équipe, ici, l'alignement il devient à peu près naturel. Tous les gens sont alignés sur les enjeux business. Du coup, plus d'alignement veut dire plus d'autonomie. Les gens sont plus autonomes à prendre des décisions. Et quand les gens prennent eux-mêmes leurs décisions, ils sont
naturellement plus engagé, naturellement plus responsable. Il n'y a plus personne qui ship des trucs en ligne et qui ne teste même pas ce qu'il a shippé. Et derrière, il faut des QA engineers là, pour tester des choses. Enfin, on sort très très vite de ce genre de modèle parce que ça devient juste évident que c'est... ça rigole au fond. Alors bien sûr, je ne parle pas ici des boîtes qui ne développent pas un produit ou même des agences web ou des équipes IT dans des grosses corps ou ce genre de choses. Bon, là, c'est des modèles différents et ici, je ne suis pas en train de vendre un miracle en disant que c'est meilleur, mais c'est plus quelque chose qui est très finalement populaire, enfin pas populaire, mais commun, qui marche bien dans une start-up produit early stage surtout, mais pas que, hein, enfin même les plus grosses, je sais pas, Shopify, Mixpanel, etc. fonctionnent vachement comme ça, ils en parlent énormément. Donc voilà, dans les autres genres de boîtes qui fonctionnent comme ça, une des plus connues est Intercom, et ici c'est un extrait d'offre d'emploi d'Intercom de maintenant, où ils décrivent le rôle en fait. Dans le job, ils disent, bah voilà, on recrute un ingé, voilà son rôle. Et en fait, ils sont assez explicites sur le fait que l'ownership qui est attendu est la résolution de problèmes end-to-end d'un client final. Et en gros, tu te débrouilles. Tout à l'heure, j'ai fait une recherche vite fait sur LinkedIn. J'ai vu une quarantaine d'offres d'emploi chez Alan. Je sais pas, ils se sont chauffés. Product Engineer de tout plein de morceaux de leurs produits. Il y en a une tonne où c'est écrit Product Engineer. Et pareil, si vous lisez le rôle, ce qu'ils décrivent, c'est un peu la même philosophie. On ne te demande pas de venir dépiler des tickets, calculer des vélocités et machin. On te demande de résoudre des problèmes. Et même au-delà de ça, de toi-même te mouiller pour comprendre les problèmes des clients finaux. En fait, ici, ce n'est pas un truc, c'est pas un nouveau job, hein, c'est pas un truc à la mode ou quoi que ce soit, c'est juste un modèle de maturité, de ma manière de le décrire, un peu qui naturellement évolue en fait. Il y a quelques années, quand on a vécu, on va dire, l'avant agile, puis agile, etc., on a vu des métiers, en fait, presque se construire autour d'un modèle de fonctionnement, donc agile, traditionnel, etc. On avait, par exemple, le product owner. Je parle bien au passé, parce que les product owners aujourd'hui, ou les coachs agiles, etc., c'est en plus que déclin, leur job était d'administrer des backlogs, de groom le backlog, d'avoir des tâches un peu tactiques finalement dans une équipe. Et l'ingé, lui, son taf, c'était le fameux, il dépile des tickets, et, il ne cherche pas à comprendre, quoi. Et toute la stratégie du produit, du business et ainsi de suite était plus ou moins dictée par la partie business, on va dire. De ce modèle-là, en fait, on a évolué vers un modèle où on parle de plus en plus, depuis, pareil, à la louche, entre 5 et 10 ans grand max, de product manager versus product owner. Ce sont bien deux jobs totalement différents. Et un product manager a pris ce rôle-là, finalement, un peu plus stratégique pour définir la direction d'un produit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit résoudre comme problème pour avoir de l'impact côté business. En fait, naturellement, le métier d'ingénieur classique évolue et s'étale un peu plus pour prendre entre ses mains plusieurs un peu détails plus ou moins stratégiques où, par exemple, un product engineer va créer lui-même ses tickets, va prioriser presque lui-même, va être lui-même responsable de la définition de quelques scopes et ainsi de suite, grâce aux inputs d'un product manager. Ça, en gros, c'est le PM. Donc, en gros, dans les équipes d'aujourd'hui, ce que je veux décrire, dans les équipes modernes, le PM va donner une direction et après, les ingés seront les meilleurs en place à savoir quelle est la bonne solution à construire. Et en fait, c'est assez évident, les boîtes l'ont compris très vite. Qui sont les meilleures personnes pour savoir quelles sont les bonnes solutions à construire, à part ceux qui fabriquent le truc. À part, encore une fois, on parle de soft ici, on ne parle pas d'une boulangerie ou autre chose. À part les gens qui font ce soft-là, qui va savoir qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. Donc, ce sont eux les meilleurs qui peuvent innover finalement, qui peuvent vraiment dire « Ah tiens, ce truc-là, ça peut être intéressant de le faire comme ci ou comme ça » parce qu'ils maîtrisent finalement ce qu'ils font. C'est jamais le CEO, enfin, sauf s'il est lui-même tech, très tech, etc., qui sait exactement comment il faut résoudre un problème, etc. Surtout dans les boîtes, encore une fois, très tech, où je sais pas, on va parler d'IA, de machin, ce genre de choses, et le CEO, lui, il n'a pas la main dans ces trucs-là tout le temps, quoi. Alors, en pratique, qu'est-ce qui, finalement,
caractérise un product engineer? Pour être très clair, c'est un software engineer en fait. Ça reste quelqu'un qui passe sa journée à coder. Je ne suis pas en train de dire c'est quelqu'un qui commence à faire d'autres trucs et on ne code plus. Pas du tout. C'est même quelqu'un qui code très bien et qui a un très bon tech, etc. C'est juste que si je fais un contraste avec un software engineer classique, le software engineer classique, lui, il own son code, ce qu'il code, etc., mais il ne prend jamais des décisions sur le produit lui-même. Il maîtrise l'architecture, il maîtrise le code, il doit être clean, optimisé, performant, sécurisé, enfin tout ce qu'on veut. Mais d'un point de vue produit, il ne pousse pas cette porte. Un product engineer, en fait, il fait la même chose que le software engineer, mais il est beaucoup plus obsédé par son produit, par les problèmes qu'il est en train de résoudre, l'impact qu'il va amener. Et peut-être que son code il sera un peu différent, peut-être il sera un peu plus pragmatique, il ne va pas avoir les mêmes réflexes que juste un software engineer classique, etc. Ici, c'est une pente glissante parce que ça peut vite être interprété ce que je viens de dire comme étant bon, bah, il écrit de la merde. Pas du tout. Mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Et il y a cette espèce de dosage qui n'est pas tout à fait le même. Et en fait, un product engineer dans son quotidien, lui, il va être très curieux par nature sur le produit qu'il est en train de construire. Quand je dis très curieux, bah, c'est le relou. C'est le relou qui va poser des pourquoi si, pourquoi on fait ça, etc. tout le temps, qui va essayer de comprendre en fait comment fonctionne finalement globalement en fait dans l'espèce de vision 360 tout le produit et ainsi de suite, qui va s'intéresser même à ce que font les concurrents, à où est-ce qu'on évolue globalement dans le business et ainsi de suite, qui va être beaucoup plus obsédé par les clients finaux. Quand je dis obsédé, c'est-à-dire que typiquement le moindre ticket à faire, il ne peut pas être décousu ou détaché d'un problème du client final, du contexte, de pourquoi on fait ça, etc. Il va avoir cette espèce de réflexe de vouloir aller creuser là-dedans, voir vraiment pourquoi on fait les choses, etc. Du coup, forcément, c'est quelqu'un qui est conscient des données un peu d'utilisation et tout ça de son produit, qui a accès à ces données. Quand je vois dans des équipes des devs qui n'ont même pas accès à qui fait quoi sur l'app, bon, bah, du coup, c'est compliqué pour eux de savoir réellement, eux-mêmes en fait, eux-mêmes avoir des insights et savoir quoi mesurer, quoi observer et ainsi de suite. C'est quelqu'un aussi qui va être très confortable avec le fait d'expérimenter rapidement les choses. Nous, avec nos frameworks, justement, bon, bah, Rails et tout, c'est un peu le champion dans ce genre de truc. Bah, faire un feature flag sur quelque chose, tester une feature sur un petit pool de users et rollback très rapidement, et ainsi de suite. On n'a jamais été aussi bien outillé que ces temps-ci, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui va finalement être très à l'aise à dire bah, on ship quelque chose, mais on le ship qu'à certaines partie des gens et je suis outillé dans l'app en fait pour le faire et je sais le faire avec mon framework, machin et compagnie. C'est pas à chaque fois que je fais une release, il faut serrer les fesses et espérer que ça fonctionne, etc. C'est quelqu'un aussi qui proactivement redéfinit les scopes, ne prend pas tout pour argent comptant comme on dit et quand il y a une discussion sur le périmètre d'une certaine fonctionnalité ou etc., il n'attend pas que ce soit trop tard pour proactivement redéfinir un peu des contours, proposer des étapes intermédiaires ou ce genre de choses. Il n'attend pas des instructions, mais lui-même, il amène des solutions. Et aussi, en général, quand tu les observes, on va dire, au quotidien, c'est des gens qui challengent vachement les choses, qui challengent vachement le PM quand il y en a un, qui challenge vachement même le CEO. Alors évidemment, de manière constructive, le but, ce n'est pas juste de faire chier les gens autour et de devenir inefficace, mais ça force finalement tout le monde, même le PM en question, bah, ça le met dans une position très cool où ça le force à pas juste écrire des tickets en mode do this, mais c'est vraiment d'écrire c'est quoi le contexte, pourquoi on le fait, quel est l'impact attendu, parce qu'il sait très bien que son équipe va le challenger sur ces choses-là. C'est ce qui crée un peu cette culture, justement, et j'y viens,
cette culture d'équipe qui est essentielle et en fait qui ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire bah, tiens, on devient tous product engineer. En fait, dans toute l'équipe, il faut qu'il y ait un truc qui se cultive, justement des échanges autour des différents tickets, des scopes, accepter que les gens challengent les autres et ainsi de suite. Quand on fait des rétros, on regarde plus les impacts de ce qu'on a shippé et pas juste, je ne sais pas ce qu'on peut regarder d'autre. Et en fait, on cultive cette culture où n'importe qui dans l'équipe va questionner, proposer, comprendre. Et c'est ce qui fera que l'équipe devient un peu plus solide avec ce genre de culture. En tout cas, c'est comme ça que les équipes qui fonctionnent avec ces modèles-là, c'est un peu leur culture, quoi. Typiquement, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que la boîte, avec son produit, est successful ou pas dans son business. En gros, c'est des questions que vous pouvez vous poser vous-même sur vos propres équipes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos équipes, vous captez bien qu'est-ce qui fait que la boîte fonctionne, ne fonctionne pas, etc. Et pas que vous, hein, mais tous les gens de l'équipe. Quand on n'a pas... Moi, en tout cas, quand je débarque dans une équipe et mon job est de les faire, on va dire, fonctionner différemment, c'est un des points que je vais... Premier truc que je regarde, c'est à quel point les gens sont conscients de businessment, où est-ce qu'on va, pourquoi et comment, etc. etc. En général, l'équipe, dans ce genre d'équipe, concrètement, tous les gens sont impliqués de manière très proche avec les clients finaux, par tous les moyens possibles et imaginables. Il y a plein d'écrits sur Everyone on Support, des gens chez Basecamp, chez Buffer, qui avaient cette culture-là justement chez Captain Train du coup en France avec l'obsession du service client qui était un bouquin qui était sorti de l'équipe parce qu'elle était connue pour ça. Où finalement il y a cette culture il n'y a pas les gens du support et les devs, mais finalement tout le monde en fait a le nez dans le support. Alors évidemment à des échelles différentes, il y a des gens qui font que ça de leur journée, mais voilà. Mais cette proximité facilite le fait de faire émerger ce genre de culture. Il faut que j'accélère. Évidemment, du coup, donc, être dans une philosophie anti le fameux no ticket, no work, les devs qui demandent la permission de créer un ticket sur Jira pour pouvoir faire tel ou tel refacto ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est typiquement l'espèce de red flag de clairement, on n'est pas du tout dans ce genre de culture parce qu'ils n'ont aucune autonomie finalement pour eux-mêmes venir proposer des choses. Si déjà pour faire un refactoring standard, il faut qu'ils demandent une permission. C'est des équipes qui sont meilleures à gérer justement le côté dette technique parce qu'ils comprennent les enjeux business et donc ils savent jouer avec les trade-offs et ils ne subissent pas finalement leur dette technique et ils ne pleurent pas au bout de 3 mois, ah là là, rien ne marche parce que la dette technique c'est la faute du CEO. En général, c'est des gens qui sont un peu plus dans la maîtrise de ce qu'ils font et qui célèbrent justement les outcomes et les impacts qu'il y a eu plutôt que juste les outputs de ouais, on a shippé, mais par contre, personne n'utilise quoi. Et en général, ce qu'on va se dire souvent, c'est du coup, tout ça, ça prend du temps. Mais en fait, c'est un peu comme la question de ouais, est-ce que faire des tests, ça prend du temps ou pas? Enfin, c'est un peu toujours le même sujet. Évidemment, ça prend du temps. Mais maintenant, le temps qu'on gagne in fine, les discussions, les espèces de discussions inutiles qu'on évite et ainsi de suite, c'est sur la longue, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactant si on parle d'impact. Et donc, pour refaire le lien avec mon premier talk sur la productivité, c'est beaucoup plus impactant finalement en prenant ce temps-là au global au sein d'une équipe. Et pour pouvoir faire ce genre de truc, il n'y a pas besoin d'un changement de titre ou de position par rapport au job actuel des gens. C'est juste, encore une fois, une attitude. Et c'est une attitude que certains devs prennent naturellement. Dans certains environnements, c'est naturel. Donc même quand un junior il arrive, il l'apprend naturellement. Mais dans d'autres boîtes, en fait, l'attitude elle est tellement pas installée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui provoque un peu le truc, qui l'installe. Et en général, ça fonctionne parce que les bénéfices sont assez faciles à avoir. Donc pour résumer, notre valeur n'est évidemment pas uniquement dans le fait qu'on ship du code
et de la feature, quoi. On a en fait, encore une fois, on est les boulangers de nos produits, on sait faire ce pain-là et c'est à nous de shaper en gros comment le faire, etc. Et ça ne peut pas ne pas être notre rôle en fait, ça ne peut pas laisser ça aux autres et juste nous satisfaire de dire on déroule du code, quoi. Et c'est ce qui va nous rendre plus dans nos têtes, on aura l'impression d'être plus productif, plus impactant et en général du coup plus heureux dans notre quotidien. Et on sera moins dans on subit la pression, on subit les deadlines, on subit les machins, parce qu'on est encore plus acteur dans nos métiers au quotidien. Et voilà, suite au prochain épisode. Voilà. Non, tout le monde, que ce soit le senior évidemment, mais le junior, en voyant le senior avoir cette attitude-là, il va lui aussi avoir cette attitude. Donc quand je dis cette attitude, ça veut dire que quand il va devoir travailler sur une feature, il va naturellement commencer à se poser ce genre de questions. Par exemple, s'il n'a pas l'habitude, il se dit, tiens, pourquoi on l'a fait? Comment je vais mesurer que ce truc-là fonctionne correctement? Est-ce que la donnée, elle est dispo ou pas? Enfin, il va se poser un peu ce genre de questions et ne pas juste s'attendre à ce que, comment il s'appelait, le product manager, que Paul réfléchisse à tous ces trucs-là et ainsi de suite, quoi. C'est pas un nouveau... Non, c'est exactement, c'est pas un job, c'est juste une attitude, c'est vraiment une attitude qui n'est pas toujours, qui demande une culture et un changement de culture quand elle n'est pas naturellement installée dans la boîte en question, dans l'équipe en question. Du coup, toi, ton job, c'est en partie de faire ça. Non. Mon job est de faire des produits, donc dans le sens où je développe au maximum, mais forcément en bossant avec des équipes produits, j'ai une attitude. Et oui, je pense que dans mon attitude, j'ai ce truc. Mais c'est pas, genre, je ne suis pas payé pour faire ça. Je ne suis pas payé pour poser les questions, etc. Je suis censé faire des features comme tout le monde. Mais naturellement, par exemple, si demain je me retrouve dans une boîte, par exemple, en freelance et je débarque dans une équipe de 5 personnes, je fais mon premier team meeting. Quand il y aura un backlog, par exemple, qui va être présenté ou ce genre de choses, j'aurai par défaut cette envie, en tout cas, sans vouloir tout perturber, de comprendre pourquoi cette feature, comment elle est impactante, etc. Et souvent, du coup, de ma toute petite expérience, quand tu poses ce genre de questions, il y a plein de sujets qui, du coup, en discutant avec l'équipe, en fait, c'est des trucs qui ne sont pas très utiles. On les fait parce que c'était là, ça traîne dans le backlog depuis 1000 ans, ça crée une espèce de FOMO, il faut les faire, etc. Mais en fait, on s'en branle, c'est bon, c'est trop tard, il n'y a plus besoin de les faire et ça crée un peu un truc un peu différent, quoi. Et par rapport à ta question sur mon job, oui, par contre, il m'est arrivé, j'ai eu la chance de pouvoir débarquer dans des équipes justement qui fonctionnent plus ou moins bien, voire mal, qui galèrent à deliver, qui délivrent que des bugs, etc. Et les gens qui me payent me demandent conseil. Et finalement, en observant qui fait quoi dans l'équipe, en réglant ce genre de petites choses, en essayant de faire en sorte que tout le monde devienne un peu plus autonome, qu'il y ait cet accès aux clients finaux, accès aux problèmes et pas aux solutions, que les gens puissent finalement faire les choses correctement. Alors, hormis si les devs ils font de la merde de base, ça fera de la merde. Mais en général, si ce n'est pas le cas, ça fonctionne plutôt mieux. Je ne dis pas que c'est magique, mais sur 3 à 4 mois, tu vois des effets assez facilement. On est bon ?